Il y a 7 jours exactement, quand on est entré au studio, avant même d'entrer en ondes à 7 heures le matin, on avait sur les écrans de télévision des images extrêmement spectaculaires de bâtiments en feu à Tottenham, dans le nord de Londres. Évidemment, c'était le début des manifestations, le début du soulèvement populaire d'une certaine jeunesse londonienne. Alors, on a eu envie de partir de là pour déborder un peu, pour élargir un peu sur différents soulèvements populaires de la jeunesse à l'échelle planétaire. Pour nous en parler, on a invité Alain Berthoud, il est professeur d'anthropologie à l'Université de Paris 8. Il est l'auteur du livre Le temps des émeutes chez Bayard en 2009. Et il est dans nos studios à Paris. Monsieur Berthoud, bonjour. Bonjour. J'entendais le premier ministre Cameron, il y a quelques jours, parler d'une minorité sans foi ni loi, de l'importance de les trouver, de les mettre en prison. Il s'est attaqué aussi aux réseaux sociaux. Est-ce que c'est une impression que je me fais ou est-ce que M. Cameron n'est pas un peu déconnecté d'une certaine réalité? Monsieur Cameron exprime la façon dont nombre d'États aujourd'hui réagissent aux révoltes populaires et aux révoltes de la jeunesse. Et ce n'est hélas pas véritablement original. La criminalisation permet d'évacuer les problèmes de fond et l'appel à la police, le débat autour des moyens policiers qui vont être mobilisés, auxquels le Parti travailliste se prête volontiers d'ailleurs, permet de refermer la page et de ne pas se poser de questions. Oui, et ironiquement, à une période où on essaie en Grande-Bretagne de mettre en place des programmes d'austérité, parmi lesquels il y a des coupures sévères dans la police anglaise. Oui, mais pas seulement dans la police, parce que je pense que cette émeute, elle est surprenante par son ampleur, par le niveau de violence, le niveau de l'affrontement auquel on a assisté, et le caractère délocalisé, enfin ça s'est généralisé à plusieurs villes anglaises, ce qui est relativement rare. Ça s'est passé dans le passé en France, bien sûr en 2005, tout le monde l'a en tête et ça avait duré 3 semaines. Ça s'était passé aussi en Grèce en 2008 et ça s'est passé au printemps dans un pays où ça a été beaucoup plus loin, qui est la Tunisie. Dans les 3 cas que je viens de citer, bien sûr il y avait des causes sociales, il y avait un contexte social sur lequel on pourra revenir, qui est l'élargissement considérable des inégalités sociales dans tous les pays aujourd'hui, au point de revenir à une situation où on était il y a 2 siècles. Mais dans tous les cas, il y a un point de départ commun, qui est la mort de jeunes, dans laquelle les forces de police sont soupçonnées d'être impliquées, on va le dire comme ça. D'ailleurs, la question n'étant pas la vérité ou non, mais le soupçon lui-même et le contentieux lourd entre la police et la jeunesse que ces événements font à chaque fois ressurgir. Sans que ça ait pris cette ampleur, le quartier de Montréal-Nord avait connu ça en 2008. Oui, c'est le même patron. Ça s'était passé de la même manière. Ça avait été moins long et moins généralisé. Voilà. Mais est-ce que, encore une fois, je vais faire allusion à David Cameron, puis ensuite on va élargir un peu, il parle de criminels sans foi ni loi. Il y a parmi la jeunesse qui se soulève des gens qui ne sont pas uniquement des criminels, qui sont des jeunes en colère. Mais bien sûr. Et bien sûr, j'ai fait un petit compte-rendu comme ça historique pour un journal italien cette semaine. La question du pillage, c'est une très vieille question dans les révoltes populaires, si vous voulez. On peut remonter à des siècles. Autrefois, les révoltes d'esclaves, les jacqueries sous l'Ancien Régime en France, ont connu des pillages. C'est l'expression d'une exaspération vis-à-vis des inégalités sociales. Il se trouve que le mouvement ouvrier, les mouvements sociaux modernes au 19e et 20e siècle, ont marginalisé, ont réussi à limiter cette forme d'action. Les premiers qui l'ont fait de façon consciente, c'est les Canuts de Lyon en 1830, qui avaient voulu volontairement, pour être légitime, ne pas piller. Il se trouve qu'on est dans une nouvelle période, que tout ce qui a été construit politiquement au XXe siècle, les formes de représentation, de mobilisation politique des classes populaires, tout ça est bien mal en point, et on voit ressurgir des formes d'action antérieures, notamment parce que la situation sociale, notamment en Amérique du Nord ou en Europe, c'est considérablement aggravé. Il y a véritablement, faut prendre la mesure de l'élargissement en quelques années des inégalités et d'autre part de l'absence totale de
de perspectives d'avenir pour ceux qui sont porteurs de cette exigence d'avenir, c'est-à-dire pour la jeunesse. Il faut prendre la mesure de ça. Alors la jeunesse populaire a plus forte raison dans les quartiers qui ont été touchés par les émeutes à Londres ces derniers jours. On a un taux de chômage qui avoisine les 30%. Et ceux qui ne sont pas au chômage, je parle des jeunes, hein, ceux qui ne sont pas au chômage n'ont pas forcément des emplois d'une très grande stabilité. Alors, tout ça, ça pose la question aussi, on est collés, nous, ici, sur les États-Unis, ça pose la question de la marmite américaine qui vit une crise économique, comme vous le savez, très sévère. La reprise se fait attendre, c'est difficile. On vient d'assister, vous comme nous, au cours des dernières semaines et des derniers mois, à une empoignade entre les républicains et les démocrates au sujet du relèvement de la dette. Est-ce que, à votre avis, la marmite ou la bouilloire va se mettre à siffler bientôt aux États-Unis aussi? C'est absolument impossible à prévoir. Ce qui est certain, c'est que la matrice générale est là et elle est là partout. C'est-à-dire cette matrice générale, c'est à la fois l'élargissement des inégalités, ce sont les politiques de rigueur dont vous venez de parler, mais c'est plus largement une situation où on a l'impression, les gens ont l'impression, c'est plus qu'une impression d'ailleurs, c'est je pense une réalité, que les gouvernements ne maîtrisent plus les données essentielles qui feraient du gouvernement d'un pays l'objet de choix politiques, c'est-à-dire qu'ils sont complètement soumis à des logiques qui les dépassent complètement, qui sont celles de logique financière, de logique d'endettement, de logique déterminées par des agences de notation ou par les cours de la bourse. Et du coup, le débat politique, eh bien, il se résume à ça. Il se résume soit à un débat sur la dette, soit, comme au Parlement anglais hier, entre M. Cameron et son opposition, sur le nombre de policiers dans les rues. Il y a un décalage, dans le vécu de millions et de millions de gens. Ce dont on parle dans l'espace politique ne semble pas vraiment concerner leur vie, ou ne concerne leur vie que pour en aggraver les conditions. C'est une situation qui prédispose bien sûr à l'émeute. Mais ensuite, pour que des révoltes de ce type éclatent, il faut quand même un déterminant fort. Parce que comme j'ai déjà l'occasion de le dire à plusieurs reprises cette semaine, si vous voulez, il faut se rendre compte que pour un émeutier, pour quelqu'un qui passe à l'acte parce qu'il n'a plus le choix, parce qu'il n'a plus d'autres moyens de se faire entendre, c'est une prise de risque considérable. Physiquement tout de suite, et judiciairement ensuite, on le voit bien, la répression est terrible. Donc pour que d'un seul coup, et il y a plusieurs centaines à la fois, voire plusieurs milliers à la fois, on oublie ces risques et qu'on passe à l'acte, il faut que l'exaspération soit arrivée à un niveau très fort, et les conditions, elles sont réunies, elles sont relativement souvent réunies, mais enfin quand même, il faut qu'elles le soient. Je dis elles sont relativement souvent réunies parce qu'on oublie un peu que depuis quelques années, le nombre des émeutes dans le monde augmente. On dirait considérablement. Moi, j'en ai compté 1200 en 2010 et plus de 1000 depuis le 1er janvier. Oui. Donc en plus, et j'en avais compté 500 l'année précédente, en 2009. Donc si vous voulez, avec les mêmes indicateurs, on a quelque chose qui est, à l'évidence, est en train de devenir une des dimensions de notre époque. Oui. Et je profite de l'occasion d'ailleurs pour dire que vous faites une espèce de cartographie des émeutes et des soulèvements dans le monde sur votre site web, Berthaud Alain. Donc Berthaud, ça s'écrit B-E-R-T-H-O, berthaudalain.wordpress.com pour les gens qui voudraient plus d'informations là-dessus. Si on regarde en avant, mais pas trop loin, Alain Berthaud, le printemps était arabe, l'été semble être européen, l'automne, qu'est-ce que vous soupçonnez? Écoutez, l'été, il n'est pas seulement européen, il y a aussi des émeutes en Chine en ce moment. Oui. Dont nous n'avons pas beaucoup parlé. Il y en a eu au Chili aussi. Et au Chili. Alors en Chine, ce sont aussi des catégories populaires. Il y a eu au mois de juillet des émeutes de Bingong dans la région de Canton, à la suite d'affrontements entre des jeunes commerçants, des jeunes vendeurs informels et la police. On trouve les mêmes schémas. Et puis il y en a eu hier, j'ai pas beaucoup de détails, mais dans le Guizhou, dans le district de Shaanxi, il y a eu des émeutes assez importantes. Et puis au Chili, ça fait quand même plusieurs semaines que la jeunesse étudiante chilienne se mobilise contre une réforme de l'université qui ressemble à s'y méprendre à d'autres réformes de l'université qu'on a connues ailleurs dans d'autres continents, et qui affrontent très très durement la police. Donc on a
on a des explosions. Il faudrait une carte dynamique. Je ne suis pas techniquement équipé sur mon blog pour le faire, mais il faudrait une carte dynamique pour le montrer. C'est absolument impossible à prévoir. Vous parlez de votre blog d'ailleurs, puis on a fait allusion aux réseaux sociaux tout à l'heure. Est-ce qu'on surestime ou on sous-estime le rôle des réseaux sociaux et d'Internet dans ces soulèvements? M. Cameron s'interrogeait ouvertement cette semaine en Grande-Bretagne à savoir s'il pouvait bloquer les réseaux sociaux. Il y a probablement eu des tractations avec les fabricants du BlackBerry et d'autres appareils de ce genre-là. Alors, d'abord, les émeutes n'ont pas attendu, et leur mode d'organisation n'ont pas attendu Twitter, Facebook et BlackBerry. Et il se trouve que ce sont des outils qui sont parfaitement adaptés à ces modes d'organisation sans tête, sans hiérarchie, sans durée. Mode d'organisation dans l'instant horizontal, c'est effectivement tout à fait adapté. Ce sont des outils de notre temps. Mais le paradoxe et l'ironie de cette situation, c'est que ce sont aussi des outils de notre temps pour d'autres couches sociales et pour d'autres activités, notamment pour les hommes d'affaires. Ce qui fait que, notamment BlackBerry, ça pose toujours des problèmes quand un pays, face à une mobilisation, veut se mettre à couper les tuyaux de la communication contemporaine, c'est-à-dire Internet, parce que ça lui pose des problèmes d'un autre ordre. Si vous voulez, quand l'Égypte a voulu couper Internet, il l'a fait d'ailleurs plusieurs jours au moment de la révolution égyptienne, ce sont les milieux d'affaires et l'économie égyptienne qui en ont le plus pâti. Donc c'est un outil. Faut pas le surestimer, faut pas le sous-estimer non plus, mais c'est un outil contemporain pour tout le monde, donc c'est ça qui en fait toute son ambiguïté. Alain Berthaud, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Le temps des émeutes chez Bayard, je ne me trompe pas, Bayard en 2009, que vous êtes professeur d'anthropologie à l'Université de Paris 8. J'ai donné l'adresse de votre site web tout à l'heure, de toute façon on la retranscrit nous sur notre propre site web. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé quelques minutes en ce dimanche avec nous. Et merci de m'avoir invité. Au revoir.